Ce jour-là, pour Élie Arnaud et Françoise Rochette, c'était un peu l'heure de gloire. Au bout de 18 mois de travail commun, ils pouvaient présenter au public le résultat d'une longue enquête sous forme d'un livre, Les Louris de Vercheny, 400 ans de vie paysanne. Et de fait, grâce à leur travail, on voit vivre à travers l'histoire d'une famille, d'abord appelée Louris, puis Arnaud. Tout le monde agricole de ce petit coin de Diois dans la Drôme, qui prospère aujourd'hui grâce à la fameuse clairette. Tout a commencé grâce à un petit coffre en bois dans lequel, des siècles durant, les familles Louris puis Arnaud ont entassé leurs papiers importants. On les avait un peu oubliés, mais heureusement, ils ont fini par livrer leurs secrets. Merci d'être venus très nombreux et je suis très heureux d'avoir pu travailler avec Françoise. Et pareil moi. Je vous présente ce fameux coffre qui était garni jusqu'au bord de documents mis dans des sacs qui les ont en fait tenus à l'abri de l'humidité. Élie Arnaud a 86 ans. Il vit à flanc de montagne, dans le hameau de Perrache, cerné par des immensités de vignes, ces vignes qui, justement, ont fait vivre les siens avec bien d'autres cultures. Vercheny est trompeuse pour le touriste. Il n'en voit aujourd'hui qu'une longue route en fond de plaine que traverse la circulation. Mais ce n'est pas le village historique. Des siècles durant, des paysans pauvres ont vécu accrochés aux pentes dans 3 hameaux comme celui de Perrache. Et il a bien fallu qu'ils y mènent leurs affaires. Voilà. On l'ouvrir. Voilà. À l'intérieur, on a encore les emballages qui contenaient tous ces documents. Au total, il y avait combien de documents à votre avis? Il y en a environ 200 ou plus même. Certains sont notariés, d'autres c'est des simples quittances sans tampon, ni quelquefois même pas de signature. C'est classé par date? C'est classé par date, oui. Voilà. Alors ça c'est quoi? C'est une reconnaissance de bien. Le document date de 1639 et il liste tous les biens de Pierre Louris, les baptêmes, la fameuse feuille de baptême. Regardez un peu. Alors elle est là. Mais regardez dans quel état elle est. Le papier, la texture du papier, bon, il y a des trous. Après, il faut lire, hein, c'est pas facile. Mais voilà, cette feuille date de 1650. Il y a des documents qu'on n'a pas aussi, donc parfois on suppute quelque chose et puis on continue nos recherches et on se rend compte qu'on s'est trompé. On s'est trompé de personnage ou on s'est trompé d'intrigue, d'implication. Donc les gens ont peut-être l'impression que je parle d'une enquête policière, d'une affaire incroyable ou d'un crime. Non, c'est juste pour essayer de retrouver des traces de comment, par exemple, de comment peuvent se passer les terres ou des mariages, des naissances. On a des feuilles de baptême. Il n'y a ni le nom de la mère, ni le nom de l'enfant. Donc on sait que tel ancêtre aura eu 6 ou 7 enfants et après
Pour retrouver l'ordre de naissance, on est obligé de se reporter au testament où il y a d'abord les garçons qui sont nommés, puis les filles. Et on sait que c'est quand même par ordre d'aînesse. Donc on arrive à peu près à faire, à retrouver la date de naissance d'un tel ou d'une telle. Mais c'est pas facile. Après, il y a le moment autour de la révocation de l'édit de Nantes où tout d'un coup on n'a plus aucun document. On a une vingtaine d'années où on ne sait pas ce qui s'est passé. On voit vraiment la différence entre juste avant le départ en exil d'Étienne Loury et son fils après. Étienne Loury a été consul pour le village, il a été procureur des pauvres, il a eu tout un tas d'activités. Puis il part en exil et donc pendant 20 ans il n'y a aucun document et son fils se bat contre tout un tas d'adversités. Il est obligé de louer les biens qui appartenaient à son père, donc qui lui appartiennent. Il est obligé de régler les dettes de son père, on voit qu'il vit dans une certaine misère. Au total, c'est une aventure de combien de temps? On a commencé en janvier 2018, donc 1 an et demi pratiquement. J'ai dû faire ma généalogie à l'âge de la retraite, par là, vers les 60 ans. Et donc, déjà avant, j'avais commencé à éplucher un petit peu une partie de ces documents. Mais c'est avec mes enfants et avec François que j'ai découvert la totalité de ces documents. Ici, nous sommes dans une terre protestante. Oui. Et ça a beaucoup compté. Je crois que tout le Diois, enfin l'ensemble de la vallée du Diois, donc à partir du XVIe siècle. Donc il y a eu un réformateur, Guillaume Farel, qui est passé dans la région, et par ce passage, l'ensemble de la population s'est réformée, donc a embrassé la religion réformée. Être protestant à ce moment-là, ça changeait quoi dans la vie, en dehors de la foi, bien sûr? Être protestant, ça voulait dire s'instruire, lire la Bible. Et donc, ça voulait dire savoir lire. Bon, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque. Il a fallu l'édit de Nantes pour arriver à une existence légale et stopper, pas complètement, les guerres de religion qui ont duré plus de 50 ans, des guerres affreuses qui c'était des guerres d'extermination où chaque clan payait des militaires. Au-dessus de Die, il y avait Montbrun, entre autres, qui menait les armées protestantes. Donc là, il y a une guerre qui a été gagnée par Montbrun. Par contre, il y en a une autre qui s'est passée à Blacon, à Mirabel, où là, c'est l'inverse, c'est Montbrun qui a fait une chute de cheval et sa fougue ou sa hardiesse là, a été fatale pour lui. Alors, dans votre famille, on voit bien que cette appartenance au protestantisme, ça leur a valu de sérieux ennuis. Dans cette famille Loury, à partir donc de la révocation de l'édit de Nantes, on voit que Étienne disparaît avec ses 2 fils. Ils disparaissent parce qu'on n'a aucune trace, nulle part. Il existait donc
une administration, si on peut dire, je crois que vous appelez ça une régie, des biens de ces fugitifs. Cette régie, donc, elle régissait donc, les biens des religionnaires, puisqu'on les appelait comme ça, fugitifs du royaume. On pensait qu'il y avait à avoir des clients pour racheter les terres, et les voisins n'achetaient pas. Ils étaient solidaires. Ils étaient solidaires. Alors, il y a un autre cas qu'on voit apparaître dans votre famille. C'est évidemment ceux pour qui la vie est tellement compliquée qu'ils préfèrent au fond se convertir. Bon, on ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur. On a plusieurs cas, comme ça dans la famille. Je retrouve, c'est dans ma généalogie, donc un mariage qui s'est fait donc catholique, et la mariée, donc, change de religion. Et puis, 30 ou 40 ans après, quand elle est décédée, on lui refuse la sépulture. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle avait dû garder, en fait, elle avait dû garder sa religion. Donc ça veut dire... Elle s'était convertie pour pouvoir se marier et avoir une vie ordinaire, normale. Ils faisaient semblant, la plupart, jusqu'à peut-être, il n'y a pas de certitude, mais à partir de 1750, 1760, la position s'était un peu assouplie. Il n'y avait plus cette époque terrible avec les dragons qu'on laissait séjourner dans un village jusqu'à l'épuisement de toutes les ressources de ce village. Ça avait été le cas à Espenel, entre autres. Dites donc, il ne faut pas que je vous prête de l'argent, hein, parce que alors, dans votre famille, j'ai l'impression que lorsqu'on prête de l'argent, on le récupère. Il y en a un, ça a duré combien ? 100 ans. Oui, 100 ans, en chiffre rond. C'était relativement courant qu'on fait un achat quelque part. On a cet exemple de cuve et de tonneau, mais on l'a aussi pour un mulet. L'achat d'un mulet, alors on emprunte de l'argent à quelqu'un qui s'appelle Anduol. On retrouve ce nom plusieurs fois. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est bourgeois, qui a de l'argent liquide chez lui et qui peut donc payer contre intérêt. La plupart du temps, c'est des intérêts à 5%. Et cette affaire de cuve et de tonneau, c'est assez extraordinaire. On a au moins 20 documents qui sont des demandes de la famille, de cette famille qui cherche à avoir son argent ou l'intérêt de cet argent pour faire rentrer. Il n'y a pas de banque, donc au fond, l'argent, on se le prête, si j'ose dire, entre voisins, voilà. On s'aperçoit qu'il y a toujours quelques personnalités. Alors, chez nous, on retrouve un Anduol qui a prêté, ou on retrouve peut-être aussi un Lombard, et plus tard d'autres personnes qui vont venir prêter de l'argent. Depuis qu'il y a des Louris, depuis qu'il y a des Arnaud, on s'est arrangé pour agrandir cette terre. On voit toujours, il y en a un qui essaye d'acheter quelque chose. Ça a été la pensée de génération et de génération. Oui,
presque tout le long de la vie de ces louris, on a toujours cette continuité donc dans la recherche soit d'agrandissement, soit d'amélioration en quelque sorte de sa qualité de travail. On a la preuve qu'on cultive des céréales, des vignes, et il y a toujours tout le long de la famille des animaux, parce que quelquefois c'est au cours d'un mariage que la mariée apporte en dot une brebis avec son agneau, et tout ça en fait, produit de l'argent pour faire face donc à l'ensemble peut-être des impôts, des charges diverses. On a un canal d'arrosage, on a un moulin, il faut de l'argent pour entretenir ces éléments, ces canaux, le moulin et tout ça. Et on produit beaucoup de choses de sa propre consommation. À l'époque, on a dans chaque village, il y a au moins un tisserand, des drapiers, des gens qui travaillent les fibres pour faire des vêtements. Pour des chaussures, on peut penser que c'est la même chose. On a une multiplicité d'emplois, en fait, dans chaque village, qu'on n'a plus aujourd'hui. Les Louris, puis les Arnaud, à partir du moment où au XIXe siècle, la branche Louris s'éteint. Vous diriez qu'ils étaient des gros paysans, ils étaient à l'aise, ou bien est-ce que vous diriez qu'ils étaient plutôt pauvres? Plutôt pauvres, peut-être plus à l'aise donc dans les premières générations, et encore que on peut avoir un doute parce que ces dettes qui ont duré 100 ans, c'est bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les derniers représentants de la famille Louris, donc le dernier représentant vient construire sa maison, à ce moment-là, oui, il est établi, il fait voir un peu que voilà, la maison s'impose. Hein. Parlez-moi d'Alvina, parce que on a l'impression qu'il y avait des vies paysannes de femmes. Alvina est votre grand-mère. Cette femme, elle a mené une vie. Oui. Donc elle a commencé de perdre sa mère très tôt, son père, elle a perdu ses parents, elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Après son mariage, elle a 2 enfants. Son mari, donc au bout de 7 ou 8 ans, son mari fait une chute d'un arbre, si bien que petit à petit, il devient paralysé. Et donc, elle doit s'occuper de son mari, trouver quelqu'un qui travaille des aides extérieures pour travailler les terres, faire face à son ménage. Et on peut penser qu'elle a mené une vie d'enfer et qu'elle aurait pu envoyer sa foi, renier sa foi à la suite. C'est le contraire.
Mais comment elle a fait? Parce que il y avait une énergie, cette femme. Parce qu'il y avait les travaux de la ferme. Oui. Il fallait être costaud. Donc, en plus, comme vous avez dit, il y avait le soin de son mari, bon, qui est mort assez rapidement quand même. Mais alors, elle se faisait aider. Il y a eu une solidarité autour d'elle ou bien non? Bon, à l'époque, il y avait des commis. Enfin, des commis, c'était bon, des ouvriers. Dans un premier temps, elle avait la possibilité de trouver des gens qui viennent faire des gros travaux. Mais à partir de 1914, ce n'est plus été le cas, parce que les hommes partaient à la guerre, et on ne trouvait plus que des femmes ou des vieux, et des enfants. Et elle a vécu jusqu'à quel âge? Et elle a vécu jusqu'à 86 ans. C'était une bête de somme, cette pauvre femme. On retrouve des courriers où elle correspond avec son frère, avec qui elle était très liée. Et son frère est tué à la guerre en 1915. C'est juste à peu près au même moment qu'elle perd son mari. Votre père a été très actif dans la mutualité. Oui. Et je ne sais pas si les gens se représentent bien ce que ça a été que ce mouvement de la mutualité. C'est un homme qui s'implique, qui est impliqué dans la vie publique. Donc il se marie à l'âge de 23 ans, c'est à peu près. Il a la famille assez rapidement, les enfants. Et en même temps, on le retrouve au conseil municipal. Il y a une coopérative de battage à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a du matériel qui a été acheté par les agriculteurs d'un groupe de communes. Et déjà, à l'époque où il est jeune, ce matériel de battage, il est entraîné par une locomobile. Puis plus tard, donc, il y aura un tracteur de marque Dering qui viendra entraîner ces machines. Il va être secrétaire pendant de longues années des assurances d'abord incendie, puisque c'était la première, et puis après, la branche accident vient s'ajouter là. La génération de votre père, c'est un peu la génération qui fait sortir tous ces agriculteurs de leur individualisme. Voilà. Oui, parce que donc la venue de l'arrivée de la mécanisation donc incite à faire pour faire fonctionner une batteuse. Il faut minimum 10 à 15 personnes autour pour approvisionner, faire passer la boisson dans la machine et recueillir la paille. Et donc, on peut le faire qu'avec ses voisins. Bien sûr, c'est l'entraide. Votre père a été dans la résistance. D'ailleurs, si vous me permettez l'expression, bien qu'elle soit un petit peu paradoxale, il y a quelque chose d'un peu comique. C'est que si j'ai bien compris, il a réussi à échapper aux poursuites en faisant établir un faux papier disant qu'il avait été déporté. C'est bien ça. Voilà. 1943, c'est plutôt l'époque où je me souviens qu'il y avait de temps en temps une personne qui venait à la maison, bien souvent c'était le soir, des jeunes hommes, la plupart du temps, qui prenaient le repas familial. Et moi, on m'envoyait dormir parce qu'il y avait probablement des choses. Et le lendemain, ces personnes avaient disparu.
Puis plus tard, en 1944, alors là c'est autre chose. On sait qu'on peut, dans la famille, on sait qu'on peut être interrogé. Alors à ce moment-là, on dit le père n'est pas là, il est où? On fait un faux papier pour pouvoir prouver qu'on a un courrier qui est écrit d'Allemagne. Voilà. Le père est prisonnier. Qu'est-ce qui s'est passé à Espenel? Là, on arrive en 1944, je crois que c'est dans la nuit du 6 juin. Son groupe, avec d'autres groupes, se présente à la gendarmerie de Saillant et ils incitent les gendarmes donc à ouvrir. Et d'office, je crois qu'il, d'après ce qu'il disait, 3 de ces gendarmes prennent la tête d'un groupe de maquisards. Et tout de suite, donc le 6 juin, il y a une bataille à Cré. Le temps passe jusqu'à ce fameux 21 juillet, où donc là, l'armée allemande décide d'attaquer le Vercors. Il y a une première bataille sur Cré, et puis une autre à Blacon, et en fait, il y a un barrage qui s'est établi à Espenel, cette bataille d'Espenel. Et là, donc l'armée allemande est bien supérieure en nombre, en équipement, en matériel. Dans un premier temps, il y a un premier groupe d'Allemands qui est stoppé à l'endroit qui s'appelle le Détroit. Et là, bon, c'est les premières victimes allemandes. Mais après, donc, on assiste à l'encerclement du village avec l'incendie. Et les résistants sont éparpillés, puisqu'il y a un groupe de chaque côté de la rivière. Et quand ils sont en quelque sorte submergés par l'armée allemande, et petit à petit, ils évacuent un groupe de femmes de tous âges d'Espenel qui vont transporter des blessés, qui sont transportés à l'aide d'une brouette dans une cabane. Mon père, il se trouve dans les derniers à partir, et son camarade, il dit « File, moi je reste ». Et tout d'un coup, on lui tire dessus, il reçoit une rafale de mitrailleuse, et il fait le geste de se coucher, et il a glissé, en fait, il s'est retrouvé au fond du ravin. Et il a regardé, après, là où il était, il aurait pu passer, quoi. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la vigne? Parce que vous auriez pu, d'après ce que j'ai compris, faire des études, et puis non, vous aimiez la vigne. Mes parents m'ont proposé de rentrer à la SNCF. Je n'avais pas du tout envie de rentrer dans la SNCF. Et bon, j'avais des attirances un peu pour la profession de pasteur.
Mais bon, en fait, je l'ai eu après avoir quitté, après être sorti du collège. Et donc il aurait fallu reprendre des études et tout ça. Et j'étais fortement attiré par la vie par la ville de la vigne, entre autres, la vie paysanne. Et voilà, j'ai choisi d'être paysan et vigneron par la suite, puisque petit à petit, l'évolution a fait que on arrive à faire de la monoculture maintenant. Vous regrettez? Je regrette un peu de regret de cette époque-là où on était peut-être plus proche de la terre. Maintenant, petit à petit, on n'est terrien, mais on s'éloigne un peu. On a presque toujours une machine entre la terre et soi. J'adore faire du jardin. C'est parce qu'aussi on a le contact avec ses mains, avec les plantes, avec les insectes, les animaux. Et ça, Les grives, dans votre adolescence, vous... Ah, les grives. Ah, on faisait des trappes avec 2 pierres et un assemblage pour que les oiseaux, attirés par un l'appât, viennent se percher sur la branche qui faisait tomber la pierre. Chose interdite. Vous avez été maire du pays. Vous avez aimé? Oui. C'était une période de ma vie très intéressante aussi, parce que il faut aussi savoir le principal pour investir dans des constructions ou des aménagements qui vont être utiles à l'ensemble de la population. Et donc veiller bien sûr à ce que les charges n'étranglent pas les habitants. Et tout ça, j'ai été maire déjà en 1995. J'étais déjà relativement âgé. Et donc, au deuxième mandat, je me suis rendu compte que je devenais sourd. Et donc, j'avais un premier adjoint qui avait déjà fait plusieurs mandats de conseiller municipal et d'adjoint. Et là, j'ai démissionné